on va cette fois-ci s'attacher à identifier, c'est-à-dire on va utiliser MATLAB, ici en haut dans les applications, on va utiliser le système identification, on va importer les données, dans un premier temps dans le domaine du temps, on va remplir le nom de l'input pour moi, tension 1, la sortie, vitesse 1, le départ, 0, le temps d'échantillonnage, 0,01 pour moi, on importe, on visualise ici avec le timeplot le résultat de notre expérience. Ensuite, on sélectionne les informations. Si on a plusieurs essais, on va prendre l'essai qui nous intéresse, le transférer dans le working data. On peut faire un pré-process des données avec des filtrages notamment. C'est pas ce qui nous intéresse. On va estimer ici nous la fonction de transfert. On va indiquer l'ordre de la fonction de transfert. Pour un premier ordre, un pôle, pas de 0. Dans le domaine continu, c'est préférable. On laisse travailler, on peut lire les informations. On peut répéter la même opération pour un deuxième ordre. On a alors le résultat ici des deux fonctions de transfert choisies. On peut, en affichant que TF1, afficher les résultats de la simulation, avec un taux de réussite ici pour un premier ordre de 94,22%. Voilà, donc le filtrage ici, vous voyez, n'est pas nécessaire. On peut réaliser la même chose sur le deuxième ordre, avec un résultat légèrement meilleur. Et on peut bien sûr comparer les deux. Voilà. Et donc ensuite, on peut par un clic droit afficher la fonction de transfert, l'exporter ici dans le workspace TF1 et faire la même chose pour TF2. Là, j'ai réalisé donc une importation des données en boucle ouverte et en boucle fermée à partir d'essais indiciels, donc que je peux comparer dans un premier temps. Donc après avoir travaillé sur la boucle ouverte, si je souhaite travailler sur la boucle fermée, je vais prendre le fichier correspondant et je vais réaliser à nouveau la même expérience. Alors sans rentrer dans tous les détails parce qu'ils sont nombreux, si j'ai une donnée d'un moteur en boucle ouverte et un temps d'échantillonnage de 10 millisecondes, que je le mets en working data, que j'estime un modèle en premier ordre, j'obtiens la chose suivante. Voilà, un taux de réussite de 87,32%. Je peux, si j'ai d'autres données ici avec un temps d'échantillonnage de 5 millisecondes, je peux les faire glisser en validation data. J'aurai une modification de mon estimation ici, qui peut être en mieux ou moins bien. Ici, en l'occurrence, c'est moins bien, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Je remets ma validation ici. Si je veux évaluer un modèle du deuxième ordre, c'est le cas ici, je peux comparer alors mes deux modèles, du premier et du deuxième ordre, et j'obtiens donc les estimations suivantes. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, je peux prendre un modèle, le déplacer dans le LTI Viewer, et j'aurai alors la possibilité ici d'afficher différentes informations, la réponse temporelle, le diagramme de Bode, mais aussi les différentes caractéristiques. Et donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors je vous laisse découvrir tous les types de possibilités qui sont possibles sur ces choses, mais elles sont nombreuses, elles sont très intéressantes, elles marchent très bien. Alors en général, augmenter l'ordre améliore le résultat, mais c'est pas toujours le cas après lorsque l'on entre dans des ordres supérieurs. Alors il est pratique d'enregistrer sa session pour pouvoir la réutiliser par la suite. Donc là c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de double-cliquer, de copier les valeurs ici pour ensuite les exporter dans un... Parce qu'on peut les exporter dans le workspace, mais après, moi, j'arrive pas à les utiliser. Sinon, on copie les termes, on ouvre un fichier dans Simulink, donc je rappelle deux petites astuces. Au lieu d'ouvrir les blocs dans la bibliothèque, on tape Scope, par exemple, ou Transfer Function. C'est pratique. Ensuite, une autre astuce, on sélectionne, clic droit, et on peut dupliquer facilement les choses. Sinon, on double-clique sur le bloc, on rentre les coefficients dans l'ordre, on lance la simulation et on vérifie ensuite que cette simulation correspond à celle qu'on a obtenue tout à l'heure dans les modèles output par exemple. Pareil pour le deuxième ordre. L'utilisation qu'on peut en faire, c'est un peu vous qui voyez, mais on peut par exemple comparer les modèles obtenus suivant un choix de premier ou de deuxième ordre pour voir si c'est cohérent. Puis après on peut aussi comparer ce qui est en boucle ouverte et ce qui est en boucle fermée. Donc ici moi c'est ce que j'ai fait, ce qui était en boucle ouverte, je l'ai mis en boucle fermée pour pouvoir le comparer avec le modèle que j'avais obtenu par exemple ici avec un K
KP de 1, donc j'ai mis un KP de 1. Veillez à bien mettre un rapport de 255e ici, parce que lorsque vous commandez en boucle ouverte, en fait vous commandez avec la fonction de transfert, c'est la vitesse sur la tension. Par contre, lorsque vous êtes en boucle fermée, en fait vous mesurez une boucle fermée, le epsilon c'est une erreur de vitesse, et vous envoyez du coup cette erreur OHE, du coup de 0 à 255. Donc il faut bien veiller à faire ça. Si on compare les deux modèles, on obtient quelque chose de très cohérent. Voilà, qui est ici, c'est pas mal du tout. Et je peux faire la même chose avec un KP de 5, où cette fois-ci j'avais un modèle plutôt du deuxième ordre. Vous pouvez faire l'opération inverse, où cette fois vous prenez vos premiers ordres, vous les mettez en direct, et puis vous calculez à partir des formules de passage BO-BF, vous calculez les FTBO équivalentes à celles que vous aviez tout à l'heure à partir de la boucle fermée. Là par contre, j'obtiens des résultats qui sont moins cohérents. On a là les deux modèles du premier et du deuxième ordre, mais là je suis encore pas trop mal en termes de gain. Mais vous voyez, le comportement est quand même pas bon, donc soit j'ai une constante de temps à peu près bonne, soit j'ai un gain qui est à peu près bon. Je sais pas d'où ça vient, ça peut venir de pas mal de choses, je vous laisse y réfléchir. Après, voilà, vous pouvez vous faire plaisir à identifier un petit peu tout ce que vous souhaitez. Par exemple, ici, on a un hexapode et on a identifié à la fois le comportement des cerveaux numériques et le comportement de l'hexapode tout en entier, à l'aide d'un accéléromètre qu'on avait posé en haut. Donc on peut, là on avait abouti à un modèle du troisième ordre. On peut identifier également des systèmes plus instables, tels qu'une roue amortisseuse, hein, comme celle-ci. Donc là, plutôt à partir de la vidéo, on peut identifier des systèmes instables tels que le Segway à partir d'un accéléromètre gyroscope. On peut utiliser un encodeur qui est ici derrière pour identifier le comportement d'un avion là, dont on souhaitait asservir le comportement lorsque l'on équilibrait le carburant entre l'aile droite et l'aile gauche à partir d'une pompe hydraulique. Puis on peut identifier également des éléments vibratoires comme un ski, à l'aide d'un accéléromètre ici, à nouveau en complément avec la vidéo, l'analyse de l'accéléromètre. Un essai là sur un robot mobile, donc, où on a réalisé un essai indiciel, où on a pu montrer une dissymétrie entre le comportement de la roue droite et la roue gauche, où on a pu effectuer un comportement fréquentiel aussi avant-arrière du robot, et on a pu comparer ensuite le modèle de comportement, puis le modèle de connaissance causale. Donc la seule remarque qu'on peut apporter après, mis à part que ça fonctionne très bien, c'est que le système que l'on souhaite identifier présente parfois des non-linéarités, des saturations, et donc on sera obligé d'augmenter l'ordre sans toujours maîtriser, sans toujours savoir exactement pourquoi.